Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. À 8h42 avec nos esprits libres, surtout Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et Jean-François Colosimo, éditeur, théologien, essayiste. Merci d'être là tous les deux. On va revenir sur ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump tente d'apaiser les tensions à Minneapolis et dans le Minnesota, où la police fédérale a tué 2 personnes en 2 semaines. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe, notamment dans cet État, mais ça concerne aussi d'autres États. Il y a eu des incidents, voire des morts en Californie, et dans d'autres États, souvent démocrates. Cécile Cornudet. Moi, ce qui me frappe, c'est la force de l'image. Là, pour le coup, moi qui suis toujours assez critique sur les réseaux sociaux, sans réseaux sociaux, sans téléphone pour filmer ce qui s'était passé, toute l'argumentation de Donald Trump et de l'État fédéral sur ce qui s'était passé ne s'effondrait pas. Or, c'est ça qui l'a fait s'effondrer. Les images montrent un scénario totalement différent de ce qu'ils ont défendu. Alex Pretty, qui a été abattu, n'était pas un danger pour les 10 soldats qui étaient face à lui. Il était à terre, il était désarmé et il a pourtant été tué à bout portant. Et donc, c'est ça qui a ramené Donald Trump au réel. C'est ces images-là et qui fait que, en fait, il tourne Kazakh. Il l'avoue pas comme ça, mais ça a fait bouger. En fait, c'est la première fois qu'il recule, non pas parce que Wall Street tombe, chute, mais parce que ses électeurs, ses soutiens au Parlement, etc., commencent un peu à s'agiter et à dire là, ça va trop loin, on prend un risque sur le budget, il y a eu aussi la prise de parole très importante de la Fédération du port d'armes, qui est très proche de lui, qui a dit attendez, on peut pas reprocher à quelqu'un de porter une arme puisque c'est l'article 2 de notre Constitution, c'est un droit constitutionnel, etc. Donc voilà, c'est parce que ça bougeait dans ses troupes, parce que bientôt il y a les élections de mi-mandat, qu'il a tourné Kazakh. Jean-François Colosimo, ces vidéos qui ont beaucoup circulé et qui ont été décortiquées par les médias américains, quelle que soit leur obédience, et que le pouvoir américain ne veut pas voir comme elle devrait être vue. C'est intéressant sur la notion d'alter-vérité. C'est-à-dire que, voilà, tu as une image devant toi, un policier est en train de tirer sur quelqu'un de désarmé, et tu ne veux pas le voir, et tu vois autre chose. Ça, c'est assez révélateur de la polarisation et de la déréalisation qui peut concerner chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais je crois que c'est vrai à l'échelle géopolitique mondiale, et c'est vrai à l'échelle de la politique locale. La réalité, c'est celle que vous vous donnez à travers votre discours. C'est le discours qui façonne la réalité, il n'y a pas de réalité partagée. Il n'y a que des réalités idéologisées et qui sont antagoniques. Alors moi, ce qui me frappe dans cette affaire, et j'en suis d'accord avec Cécile, c'est que d'un coup, des tas de contradictions américaines, en fait, je dirais, éclatent, quoi. Le rapport entre le pouvoir fédéral et le pouvoir local, le rapport entre ces agents, etc. Mais en fait, on est véritablement avec Donald Trump un retour à l'origine des États-Unis, n'est-ce pas? ICE, c'est aussi une milice. Et ce sont les milices qui ont fait les États-Unis, d'où le droit d'ailleurs de porter des armes. Et on voit qu'avec, en fait, Trump, on a une forme d'exacerbation dans le passage d'une république impériale, qui était les États-Unis, sous le mot de Raymond Aron, désormais une forme d'empire césarien. Sur les milices, pardonnez-moi de vous interrompre, Jean-François Colosimo, mais ce que nous disait Michel Goya juste avant que vous arriviez, c'est qu'il disait, effectivement, les États-Unis se sont forgés avec des milices, mais en rébellion contre un pouvoir central. Et là, ce sont des milices fédérales qui sont dans le collimateur des démocrates ou de la population. Je ne crois pas à cette histoire, pour dire la vérité, qu'il y aurait d'un côté des milices fédérales et d'un côté des milices antifédérales. Ce qui compte derrière tout ça, c'est l'empire de la violence. Les États-Unis, c'est le pays, contrairement à nous. Nous savons à travers la Bible et à travers l'Iliade que nous sommes pécheurs. Les États-Unis, à travers la révélation de ce nouveau monde que Dieu a réservé à ses proscrits de l'ancien monde, n'est-ce pas? C'est le règne de la domination innocente. C'est ça le problème des États-Unis. La domination innocente. Et bien entendu, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils rentrent toujours de l'expédition militaire en disant pourquoi tant de haine à notre égard. On est venu apporter la liberté, la prospérité, le bonheur, et personne n'en veut. N'est-ce pas? Alors, évidemment, quand vous avez... C'est quoi la jeunesse des États-Unis? C'est les sorcières de Salem. C'est la punition des esclaves afro
qui sont des punitions bénéfiques pour les élever au rang d'êtres humains, n'est-ce pas? Les sorcières de Salem, c'est l'expulsion du mal, etc. Et vous arrivez à quoi? Vous arrivez au maintien de la peine de mort, à Halloween, et c'est le seul pays au monde, en tout cas du monde développé, n'est-ce pas, dans lequel, en fait, les attentats terroristes endogènes, genre hyper écologiques ou anti-État central, Ou suprémacistes. ou suprémacistes blancs, etc., dépassent les attentats djihadistes ou islamistes, les écrasent en nombre de morts. Mais ces mêmes attentats endogènes sont complètement écrasés. Par quoi? Par ces tueries de masse sans explication. C'est ça l'Amérique. Donc moi je veux bien que les Français découvrent l'Amérique. Je veux dire, tous les jours les Français découvrent l'Amérique à peu près 5 ou 6 siècles après Christophe Colomb. N'est-ce pas? Parce que l'image qu'on a de l'Amérique... Mais c'est un perpétuel étonnement. Non, mais c'est une image parce que nous avons été mentalement vassalisés. Il y a eu des périodes... l'apologie de la violence qu'il y a aux États-Unis. Mais enfin, Jean-François, il y a quand même eu des périodes présidentielles plus ou moins, je veux dire, tolérantes vis-à-vis de la violence. Enfin, ou en tout cas des périodes où les présidences essayaient d'apaiser les choses. Très bien. Oui, on peut. Oui, bien sûr. George W. Bush... a commandité à peu près 40 fois moins d'exécutions extrajudiciaires que Barack Obama. Ah non, mais j'ai pas dit que les démocrates en avaient le monopole. Non, mais je veux dire, ouais. Donc effectivement, il y a des périodes. En attendant, il y a cette question qui est fondamentale, n'est-ce pas? C'est que aujourd'hui, vous avez en fait un retour aux fondamentaux des États-Unis. Vous êtes en fait véritablement au moment de la jeunesse. Les États-Unis rejouent leur jeunesse pour se réaffirmer comme une puissance impériale et non plus comme une république. Jean-François. Et ce mouvement-là, Trump ne l'initie pas, il en est l'expression, et je crois que c'est un mouvement irrésistible. Si, Jean-François, pardon, mais si les Américains nous refont leur histoire aujourd'hui, vont-ils nous refaire une guerre civile? C'est tout à fait possible, mais cette guerre civile, d'abord, elle était rampante. Mais vous voyez bien quand même que même là, si les démocrates, on a entendu Clinton, Obama, qui ont d'ailleurs, tous les deux des codes de confiance très faibles, surtout Clinton, on les a entendus, ils ressortent du bois, mais en fait, la victoire de Trump, qui a consisté, après j'arrête, dans cette alliance complètement inouïe entre, d'un côté, les blue collars de la Rusty Belt, c'est-à-dire tous ces ouvriers qui ont été jetés dans le chômage après la désindustrialisation, par les rednecks, les coups rouges, parce qu'ils reçoivent le soleil là au Texas. Voilà, et de la Bible Belt, et qui sont tous évangéliques, plus les pseudo-nietzschéens de la Silicon Valley. Vous avez une telle alliance qu'elle a laissé sidérer en fait le camp progressiste, lequel d'ailleurs avait commis beaucoup de bévues avec tout ce mouvement woke. Ouais. Cécile Cornudet, je voudrais savoir comment ces événements peuvent impacter la politique française. On en a eu un exemple sur le plateau de CNews dimanche, où Arnaud Klarsfeld a évoqué l'idée de grandes rafles pour se débarrasser des personnes sous OQTF. En positif, c'était un conseil qu'il donnait. C'était une drôle de façon de dire on fait pas d'omelette sans casser des œufs. En clair, si vous voulez vous débarrasser des clandestins, vous êtes condamné à faire des rafles. Ce qui, dans la bouche d'un avocat, conseiller d'État, fils de chasseurs nazis et petit-fils de déportés, produit une espèce de nitroglycérine rhétorique tout à fait discutable et à mettre en débat, etc., etc. Il a dit ensuite qu'il ne le souhaitait pas, mais qu'il l'analysait. Il analysait la situation aux États-Unis. Mais enfin, ça a quand même fait beaucoup de réactions, ce qui prouve que ce qui se passe aux États-Unis a un impact sur le débat politique français. Et ça doit peut-être quelque part déstabiliser un peu, notamment les admirateurs de Donald Trump ou ceux qui sont les turiféraires de la méthode forte. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est tellement présent dès que vous allumez la télévision, vous avez tout ce qui se passe aux États-Unis. Ça s'est tellement invité dans notre débat à nous que ça a forcément un impact. Ça ouvre des possibles. On critique ce qui se passe avec l'ICE, mais en même temps, ça ouvre la fenêtre d'Overton, comme on dit. Ça rend réel des choses qu'on pensait impossibles. Donc forcément que ça va cheminer d'une façon ou d'une autre dans nos esprits à nous. Moi, ce qui me frappe sur le plan politique, c'est qu'il y a un mouvement très anti-Trump qui est en train de
de se diffuser dans la classe politique française, quelle qu'elle soit, y compris parce que vous appeliez les admirateurs de Trump. On voit que le Rassemblement national fait vraiment un pas de critique de ce qu'est en train de faire Donald Trump, alors que Jordan Bardella avait été assez admiratif au début. Là, on voit que dans la perspective d'une présidentielle 2027, c'est pas de bon aloi. Tous les sondages montrent que les Français sont en train d'avoir un regard très dur sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc voilà comment je vois les choses, mais il n'empêche que comment on résout le sujet des migrants illégaux en France, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs aux États-Unis. Ils s'attaquent à tous les étrangers, et pas seulement aux illégaux ou à ceux qui ont commis des crimes. Ça reste un sujet, parce qu'on voit bien que dès qu'il y a un fait divers et que l'initiateur devait quitter le territoire et ne l'avait pas fait, ça réveille le débat en France. Donc c'est sûr qu'il y a, je pense, dans la société française, l'envie d'une plus grande fermeté sur ceux qui sont normalement amenés à quitter le territoire. Oui, parce que ce serait un peu facile de se dire, puisqu'aux États-Unis, il y a cette, je le mets entre guillemets, chasse aux clandestins, telle qu'elle est perçue par les démocrates et les habitants de Minneapolis, finalement, entre les rafles évoquées par Arnaud Klarsfeld et puis la tolérance, il n'y a rien en fait. Donc c'est soit le progressisme, soit le fascisme, et en attendant on fait rien. Ce qui veut dire qu'en France, il y a peut-être quand même une solution médiane pour régler ce problème des OQTF qui ulcèrent les Français quand vous avez des criminels, récidivistes ou pas, qui sont toujours sur le territoire français parce que la justice trop lente, parce que des gens sont passés à travers les mailles du filet. Ça suppose pas de créer des milices, mais ça suppose quand même de faire quelque chose. Oui, alors attention, la politique d'expulsion des immigrés clandestins, illégaux et tout particulièrement criminels, il y a une forme de quasi-unanimité aux États-Unis. Le divorce se fait sur la méthode, mais sur voilà. Ensuite, évidemment, vous avez un véritable problème qui est un problème de situation. Ce problème de situation, c'est que les entrées aux États-Unis sont très filtrées et sont en fait principalement d'Amérique du Sud. Et les États-Unis ont le pouvoir d'imposer aux États d'Amérique du Sud le renvoi de leurs ressortissants. Voilà, comme on a pu le voir avec des opérations spectaculaires, par exemple, au Salvador et ailleurs. Nous sommes tout à fait dans une autre situation, n'est-ce pas ? Mais je crois que cette affaire nous obsède parce qu'on aimerait bien en finir avec Trump. On espère que on va en finir avec Trump. Ça va pas être le cas, pas là. Et puis on se prend un peu tous pour ces victimes de Minneapolis, victimes collatérales d'une violence, d'une brutalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'identifications. Voilà. Et en fait, toutes ces identifications, il faut faire attention, elles ne fonctionnent pas parce que l'Amérique est un autre pays, un autre Occident. Et l'Amérique, depuis longtemps, depuis l'origine en fait, a dit au revoir à l'Europe. Sur ces paroles de Jean-François Colosimo et de Cécile Cornudet, à qui je dis à la semaine prochaine, nous allons nous séparer avec Mozart. Je le disais à 7h, c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance. Il est né en 1756, ça fait 270 ans, si ma calculette est bonne. Et mon Dieu, vive Mozart!